الحمد لله الذي أنار قلوبنا بهديه والصلاة والسلام على المصطفى صاحب الرسالة والأمانة وعلى آله وصحبه الهادين من الضلالة. Je voudrais ce soir intervenir sur un sujet qui est peut-être un peu plus brûlant que les précédents et qui est celui de l'islamophobie. Alors, partons du bon pied, partons d'un constat objectif. Il y a actuellement en Europe une déferlante islamophobe, une flambée islamophobe qui se manifeste notamment par des succès électoraux importants dans les formations politiques de droite ou d'extrême droite. Dans le rapport européen sur l'islamophobie qui a été publié en 2022 et qui a été mis à jour en 2023, ce rapport évoque ou fait état, plus exactement, de la réalité d'une islamophobie institutionnalisée. En France notamment, toujours selon ce rapport, 1727 institutions musulmanes ont été mises sous contrôle, 118 institutions ont été fermées et 10 millions d'euros auraient été saisis. Alors, l'islamophobie se manifeste par des postures, par des attitudes chez des particuliers, mais aussi dans des organisations politiques, syndicales et dans les institutions. Elle se manifeste aussi par des agressions physiques, par des propos violents contre des personnes, notamment celles qui affichent des signes religieux ostensibles, et elle se manifeste également par des menaces verbales sur la toile ou directement, et bien entendu par des discriminations dans l'accès au logement et au travail. Et enfin, on peut en constater la teneur dans les déclarations d'hommes politiques, dans des déclarations publiques d'hommes politiques stigmatisant l'islam ou les musulmans en tant que tels. Et pourtant, il en est qui restent dans un certain déni, puisque ils soutiennent que l'islamophobie est un fantasme, c'est une création de l'imaginaire musulman, et le déni de l'islamophobie ressemble à s'y méprendre au déni du dérèglement climatique. De bons esprits, pendant un certain temps, ont essayé de nier les effets du dérèglement climatique, mais devant ces manifestations ravageuses et dévastatrices, plus personne n'ose plus aujourd'hui, sous peine d'être ridiculisé, de nier donc la réalité du dérèglement climatique. Et bien pour l'islamophobie, il en est presque de même, puisque peu de gens aujourd'hui osent en nier la réalité, mais alors ils tournent la difficulté autrement, puisque des esprits plus vains que subtils font un distinguo entre la critique de l'islam, qui est légitime et autorisée en régime démocratique, n'est-ce pas, et entre le racisme anti-musulman, qui lui présente un caractère nettement délictueux. Et en réalité, cet argument scolastique et même sophistique ne trompe que ceux qui veulent bien y accorder créance. Et en réalité, la religion la plus stigmatisée, la plus vilipendée, la plus critiquée est bien l'islam. Il n'est donc pas étonnant que dans ce climat d'islamophobie qui règne en Europe, que ce climat d'islamophobie qui règne en Europe est parfaitement délétère. Mais il faut bien reconnaître que certains assument leur position jusqu'au bout. Je ne sais pas s'ils ont du mérite, ça d'autres se chargeront de le dire, mais par exemple l'écrivain Michel Houellebecq peut, dès 2002, déclarer que la religion la plus con, c'est quand même l'islam,
je ne crois pas qu'il ait eu à subir quoi que ce soit de désagréable à la suite de ces déclarations. Monsieur Claude Imbert, l'ancien éditorialiste du Point, peut déclarer et même écrire, je le cite, il faut être honnête, moi je suis un peu islamophobe, cela ne me gêne pas de le dire, j'ai le droit, je ne suis pas le seul dans ce pays à penser que l'islam, je dis bien l'islam, je ne parle même pas des islamistes, donc l'islam en tant que religion apporte une débilité d'archaïsmes divers, une manière de considérer la femme, de déclasser régulièrement la femme, et un souci de de supplanter, et un souci de supplanter la loi des États par la loi du Coran, qui me rend en effet islamophobe. Bien que certains aient fermement condamné ces déclarations, eh bien, je ne crois pas, sauf erreur de ma part, que M. Claude Imbert ait eu à subir quelque déboire que ce soit à la suite de ces déclarations. Plus récemment, un professeur de philosophie qui se pique de sagesse, mais qui, à mon sens, en manque singulièrement, M. Henri Pénard-Ruiz, dans des journées organisées par la France Insoumise à Toulouse, je crois que c'était en 2018, si je ne me trompe, au mois d'août 2018, a déclaré ceci, je le cite, le racisme, c'est la mise en cause d'un peuple ou d'un homme, la mise en cause d'un peuple ou d'un homme ou d'une femme comme tel. Le racisme anti-musulman est un délit. La critique de l'islam, la critique du catholicisme, la critique de l'humanisme athée n'en est pas un. On a le droit d'être athéophobe comme on a le droit d'être islamophobe. Je répète, on a le droit d'être athéophobe comme on a le droit d'être islamophobe, comme on a le droit d'être cathophobe. Fin de citation. Donc on a un philosophe qui, amateur de la vérité et de la sagesse, qui réclame ouvertement le droit d'être islamophobe. Alors je crains que du droit, de la réclamation du droit à l'islamophobie au devoir, à l'exigence du devoir d'être islamophobe, il n'y a qu'un pas qui risque d'être assez vite franchi. Alors ces déclarations ont été condamnées par la France insoumise qui s'est démarquée de ces déclarations. Et M. Henri Pénard-Ruiz s'est dit affecté par la polémique née de ces propos. Il lui est pénible, a-t-il écrit, de se faire étiqueter de raciste, et il dénonce la perversité de ses contradicteurs qui consiste à n'avoir retenu qu'une citation, qu'une brève citation, pour chercher à lui nuire en le calomniant. Donc je résume en substance les déclarations, enfin la rectification entre guillemets qu'apporte M. Henri Pénard-Ruiz. Il eût été plus sage, il me semble qu'il eût été plus sage de la part de M. Pénard-Ruiz de mieux peser ce mot, d'autant que, facteur aggravant, c'est un philosophe qui, normalement, doit connaître le sens et la portée des mots. Donc, on voit ce climat qui augure, qui indique qu'il y a une véritable, en France, qu'il y a une véritable phobie de la religion. C'est ce qu'avait déjà remarqué Emmanuel Todd, et on le voit encore plus dans la revendication acharnée du principe de laïcité, alors que la laïcité en France n'est en rien menacée, ne menace absolument pas ruine, et elle est l'objet de toutes les vigilances, d'autant que la plupart des Français, ou en tout cas une grande partie des Français, sont incroyants, et comme le disait Emmanuel Todd, la revendication obsessionnelle de la laïcité, c'est l'autre nom de l'islamophobie. C'est l'autre nom de l'islamophobie, donc une phrase qui donne effectivement à penser, d'autant que la bouc émissarisation du musulman connaît
a une réalité, présente une réalité, d'autant que les véritables problèmes, les problèmes urgents, essentiels de la société française ne sont pas résolus. Donc la tentation est grande d'offrir au peuple français l'islam ou les musulmans comme le bouc émissaire idéal qui pourrait les réunir en face d'un danger qu'on leur présente comme imminent, puisque l'islamisation de la société française est thématisée, notamment à l'extrême droite, mais pas seulement à l'extrême droite. Donc, je disais, dans ce climat où, par exemple, bon, on n'a pas beaucoup de chiffres, mais en 2020, par exemple, selon le CFCM, les actes islamophobes avaient grimpé, avaient connu une hausse de 53%, et en 2022, on a recensé 364 crimes contre les musulmans, et dont 26 attaques contre les mosquées. Alors, ces attaques contre des femmes voilées, contre des mosquées qui se chiffrent par dizaines, voire davantage, devraient scandaliser la conscience universelle. Mais tel n'est malheureusement pas le cas. On se demande, bien pourquoi. Il est de cette islamophobie, ce climat islamophobe, il est porté, il se donne libre carrière sur les ondes, dans les médias, dans l'édition, dans les conversations courantes. On a une parole islamophobe qui s'est libérée, et pour cause, eh bien cette parole islamophobe, elle se donne libre carrière, elle est portée par un certain nombre de publicistes, d'éditorialistes, de journalistes, d'animateurs, de sociologues, de démographes, de philosophes, et j'en passe, et des meilleurs. Et ce sont ces gens-là qui se présentent comme des croisés de la liberté, des chantres de la démocratie et des parangons de l'idéal républicain. Et un certain nombre d'entre eux pratiquent le raccourci, truffe ces discours d'erreurs assez grossières, mais plus c'est gros, plus ça passe. Caroline Forest en est un excellent cas, puisque voilà une batteuse d'estrade dont le bagage académique est assez léger et qui s'est vue propulsée dans le landerneau médiatique à l'égal d'une passionnariat de la lutte contre le fanatisme religieux à qui elle doit sa fulgurante carrière médiatique. Elle n'a aucune compétence universitaire pour traiter des réalités de l'islam, elle n'en connaît pas l'histoire et pas davantage les tenants et les aboutissants. Elle ne maîtrise pas la langue arabe, elle est privée de tous les moyens sérieux pour faire une approche véritable de l'islam, d'où une très grande superficialité dans le propos qu'elle dissimule derrière une hargne et une violence dans le ton qui ne trompe que les ignorants et ne prêche que les convaincus. Sans ces livres, le succès de ces livres, notamment Frère Tariq, est dû entièrement à ce climat islamophobe. Ce livre, dit Pascal Boniface, qui a véritablement lancé sa carrière, est, je le cite, truffé d'erreurs, de raccourcis et de contre-vérités. Ne serait-ce pas, comme le dit Pascal Boniface, que la croisade contre l'islam est un thème médiatiquement beaucoup plus porteur, et il ajoute que Caroline Forest sait pertinemment qu'en attaquant Tariq Ramadan, elle a de bonnes chances, elle sait pertinemment qu'elle va s'attirer les bonnes grâces, n'est-ce pas, des élites, d'une bonne partie ou d'une partie des élites politico-médiatiques. Donc cette islamophobie, elle n'est pas simplement populaire, empirique, elle est aussi savante. Et je me réserve le droit, dans une prochaine vidéo, de traiter de l'islamophobie savante chez un nombre d'essayistes, de philosophes, de sociologues, etc. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.